stature, par sa culture, en fait, par son exercice. Je voudrais parler de Lady Mireille, Liliane, Saki et Shimon. Bonsoir. Bonsoir. Je disais, est-ce que tu peux prendre place s'il te plaît? D'accord. Alors pour les photos, alors tiens, un micro, pour les photos, voilà, je vais m'asseoir là. Et tiens la parole. Bonjour, chère Lily. Bonjour à tous. Bonjour, chers réseaux de femmes leaders. Est-ce que vous êtes là? Oui. Je vous sens pas là, il fait beau dehors. On est là. Vous êtes là, d'accord. C'est un plaisir pour moi d'être présente. Merci, Dr. Joyce. On fait des questions-réponses, je pense que ce serait pas mal aussi. Non? Très bien. Okay. Alors, ma chère Lady, alors c'est un réel honneur de pouvoir t'accueillir parmi nous. S'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Je me présente. C'est rare que je parle de moi, hein, parce que je suis un peu discrète. Je me présente Madame Mireille Liliane Saki Eshiman, anciennement conseillère municipale à la mairie de Sevran. J'ai fait des mandatures de 2014 à 2020 et de 2020 à 2026. J'étais candidate aux élections européennes également. Je suis autrice littéraire et je suis chancelière et ministre des Affaires étrangères dans le Forum des Rois et des Sultans d'Afrique. Je suis également présidente du collectif des Français d'origine ivoirienne des Amis de la Côte d'Ivoire et je suis également présidente du CACHPIF, qui est le comité des associations du Grand Paris, Île-de-France. Et nous faisons la commémoration des abolitions d'esclavage concernant les 10 et 23 mai qui viennent avoir lieu ces jours-ci. Et je suis aussi chef d'entreprise qui est Siscom Prestige, qui est une société qui parle de droit d'image, de conseil d'hommes d'État, de chefs d'État et aussi des sportifs. Ça, c'est un résumé de ce que je fais. Très bien, chère Lydie. Mais alors, avec la vie de famille, est-ce facile de pouvoir mener cela de front? C'est tout un art. Hein. Je suis, on va dire, je suis sur plusieurs fronts. Mère de famille, chef d'entreprise, présidente d'association. Ne me demandez pas comment j'ai fait, je ne sais pas. C'est la grâce de Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, ce leadership-là, oui, d'où vient-il? Il vient du ventre de maman? Il vient de l'université? D'où est-ce qu'il vient? On va dire, ça vient vraiment... C'est une grâce de Dieu. C'est ce que je peux dire, parce que cette énergie-là, moi je m'épate et je m'étonne par moments de comment on arrive à tenir. Je pense que c'est une force que la femme, en tant que telle, a, quelle que soit sa couleur de peau. Quand on a des convictions internes, il faut qu'elles sortent de nous. Et je pense que c'est aussi le rôle du réseau de leadership, des femmes leaders, de sortir la guerrière qui est en nous, l'héroïne qui est en nous, la femme Amazone, et puis la femme mère de famille, père de famille aussi, hein. On n'a pas le choix. Papa, maman, par moment c'est nous. On est obligé d'assurer que papa n'est pas là, assurer ce rôle-là. Et c'est ça qui fait la force de la femme, quelle que soit sa couleur de peau. Alors, chère Lydie, quelle serait la position de la femme leader face à l'actualité, les guerres, les crises, etc. C'est vraiment un sujet d'actualité. Hein. Le rôle de la femme leader face à toutes ces guerres organisées par cette société patriarcale, on va dire. Je pense que s'il faut vraiment beaucoup de femmes dans ces organisations, mais quand je parle de femmes, je parle de femmes leaders, parce qu'il y a des femmes qui sont là, qui suivent la masse. On ne parle pas de ces... Pour moi, ce n'est pas des femmes leaders, c'est des femmes dealers, on va dire, parce qu'elles vont guider le pourquoi elles sont là, parce qu'elles sont en minorité, mais elles se fondent dans la masse pour ne pas déranger. Alors que le rôle d'une femme leader, c'est de dire « je suis là ». Je prends des responsabilités parce que je me mets à la place de l'autre. Parce que l'autre, c'est lui, l'autre, c'est moi également. Très bien. Alors, sans vous brider, alors nous allons donner l'opportunité à notre chère Lady que nous voulons, première marraine du Parlement économique, de nous parler de ce combat entre
Leadership, tech et diplomatie. Leadership, tech et diplomatie. Le leadership féminin, c'est, en fait, on va dire, c'est le vrai leadership dont se sont inspirés les hommes, parce que sachez que, femmes leaders, nous inspirons les hommes, hein. Nous les inspirons, et comme disait tout à l'heure Dr. Joyce, on inspire tellement les hommes qu'ils font tout pour, par moment, vouloir rabaisser la femme, parce qu'on est tellement humble, on est prêt à oublier nos projets, nos intérêts personnels, pour faire plaisir à l'homme. Et qu'une fois qu'ils sont assis dans leur tour d'ivoire, ils oublient de ramener l'ascenseur. Et c'est ça le rôle au jour d'aujourd'hui dont nous devons nous auto-saisir. Étant donné que l'ascenseur n'est pas venu à nous, nous avons pris les escaliers de façon sereine. Et nous ne venons pas pour défier les hommes, hein. Nous venons pour prendre ce qui nous revient de droit, de façon humble, sans revanche, mais avec toute l'assurance pour leur dire que nous ne sommes pas là pour faire des guerres de conquête ou de reconquête entre vous et nous, mais nous sommes complémentaires et nous, avec eux, on est supplémentaires, justement, parce qu'en nous naissent l'homme, en nous naissent la femme, parce que c'est la femme qui donne la vie à l'homme, et l'homme est le vecteur aussi, parce que sans les hommes, nous ne pouvons pas avancer également. Et donc, nous sommes complémentaires, et nous pensons que c'est une main dans la main que nous allons pouvoir réussir cela. Et donc, il est obligatoire, il est urgent, pour avoir la paix mondiale, il commence dans la paix familiale, au sein de la famille, sans opposition, mais avec le respect de papa et de maman. Parce que la société où on est, au jour d'aujourd'hui, nous impose des codes de société où il ne faut pas trop déranger la nouvelle structure familiale qu'on veut nous imposer. Nous disons que non, le pouvoir se transmet de façon matrilinéaire, comme c'était déjà dans le temps jadis. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des écoles maternelles. Sinon, ils auraient fait des écoles paternelles. Mais si l'école maternelle, c'est justement pour qu'on puisse transmettre l'amour maternel, comme c'est dans l'architecture familiale. Et c'est ce côté de l'architecture familiale qui a été réorganisé par la société patriarcale. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants sont perdus dans cette structure où, quand la mère donne des consignes, l'enfant il va voir le papa, il donne aussi d'autres consignes, et après, ça oppose les deux pouvoirs, alors qu'ensemble, s'ils ont la même parole, ben, l'enfant il va grandir dans une famille avec des bons repères, tout simplement. Alors, le 3 juin, mercredi, donc l'opportunité nous a été donnée de pouvoir lancer le Parlement économique en grande dimension. Et le thème central, puisque nous sommes en plein printemps des femmes leaders des Boss Ladies, c'est Time is over. 24 heures pour se lancer, parce que nous estimons que lorsque les personnes vont arriver, nous, en fait, mentors et leaders, nous aurons un laps de temps pour pouvoir transformer leur devenir. Alors, chère Lady, ce que nous allons vous demander, c'est pendant 15 minutes de pouvoir transformer leur destinée. Je pense dans le coup. Mettez-vous à l'aise, Est-ce que dans cette salle, il y a des femmes qui ont envie de transformer leur destinée? D'accord, c'est très bien. Parce que déjà, la première personne que vous devez convaincre, c'est d'abord vous-même. Parce que les blocages viennent dans les têtes de chaque personne. Est-ce que je suis capable? Est-ce que ceci? Il faut sortir de ces doutes-là. Parce que quand on doute, ben, on va aller s'inscrire à la redoute. Hein. C'est un peu un jeu de mots, mais je dis que la femme leader, elle est cachée, elle est enfouie en chaque personne. Et par moments même, il y a des hommes qui ont une femme leader en eux. Hein. Parce que vous savez que quand l'homme a une âme d'une femme leader, il transcende le pouvoir de l'homme leader qui est en lui. Est-ce que je m'entends? Est-ce que vous m'entendez ce que je veux dire? L'homme prend la force avec la femme. Ça, c'est depuis l'anthropologie, hein, depuis le ventre. Et donc, quand l'homme est dans le doute, vous avez bien remarqué, souvent,
l'homme il se rapproche de sa femme, de sa maman, pour aller chercher au fond d'elle, au fond de cette femme, ce de quoi il doutait. Donc, sachez que dans la femme, nous avons le pouvoir de dépasser toutes les barrières, toutes les frontières. Et le rendez-vous du 9 juin à l'hôtel de Ville, du 3 juin, pardon, désolé, je dois avoir un rendez-vous spirituel le 9 juin certainement. Le rendez-vous du 3 juin à l'hôtel de Ville, c'est vraiment pour booster et bousculer ce qui est en nous, pour réveiller l'esprit de la femme leader qui a déjà la force d'avoir ce qu'elle cherche à l'extérieur en elle-même déjà pour commencer. Vous avez ça déjà. On a des choses souvent dans nos carnets d'adresse, dans nos téléphones, dans les cartes de visite qu'on a depuis des années. C'est le temps de faire le tri, parce que vraiment on est à la moitié de l'année. On a encore 6 mois qui nous restent encore, parce qu'il n'y a pas longtemps. Il y a 6 mois, jour pour jour, on est en train de se souhaiter bonne année, l'année sera pas pareille que celle de l'année dernière, et tout. Et là, on a 6 mois, il est temps de faire le bilan. Et j'ai dit encore, on a encore 6 autres mois, pour dire que c'est encore possible de sauver. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, autrefois, un bébé prématuré de 6 mois ne vivait pas longtemps. Mais aujourd'hui, on a des enfants, des grossesses de 6 mois, qui naissent et qui deviennent costauds, des placards. Vraiment, c'est pour dire qu'en 6 mois, on peut rattraper les 6 autres mois qu'on vient de faire. Et je dis c'est possible avec les femmes leaders que nous sommes, tout ce temps que nous sommes. Et donc le rendez-vous du 3 juin, soyons nombreuses à l'hôtel de Ville, parce que ce sera vraiment une rencontre de réseau, une rencontre d'opportunités. Parce que moi j'ai dit, les opportunités appartiennent aussi aux opportunistes. Ah oui, il faut savoir saisir la bonne perche. Il faut venir. Moi je vous donne un conseil, quand vous allez arriver dans un endroit, il faut arriver sans appréhension. Il faut arriver humblement, sans égo, vous laissez tout ça à l'extérieur. Vous arrivez simplement, vous allez, comme on dit, Dieu remplit un verre vide. Mais si vous arrivez déjà avec, c'est moi, cela, vous allez repartir avec votre fardeau. Mais vous arrivez en venant pour recevoir, transmettre aussi. C'est important que nous aussi, qui allons être là, qui venons aussi, vous entendre, vous écouter, et puis aussi échanger avec vous pour qu'ensemble, on puisse aller vers la direction de la vision du réseau des femmes afro-européennes, du réseau des femmes leaders, du réseau des femmes qui ont un leadership assez important à transmettre. Parce qu'avec Dr Joyce, ce que j'aime bien chez Dr Joyce, c'est que elle est humble, elle a une humilité qui fait qu'au fil des conférences, des conversations, à chaque fois il y a des briques. C'est son côté architectural, de l'architecte qu'elle est. Elle n'arrive pas avec, elle vient pas vers vous avec un ego surdimensionné. Elle arrive humblement et elle vous dit, je veux qu'on fasse ça ensemble. C'est-à-dire que elle vous emmène sans vous imposer quoi que ce soit. Elle sait où vous allez arriver, mais elle vous laisse chercher en vous-même les réponses des questions auxquelles vous vous posiez. Et c'est ça, cet art architectural, qui est d'abord spirituel, avant d'être physique, cette architecture-là, elle est d'abord spirituelle, après elle se transforme en physique. Et ce qui est intéressant dans le réseau des femmes leaders afro-européennes, c'est que nous avons tout ça en nous. Et comme disait tout à l'heure Dr Joyce, on est à Paris, on est en France, la zone francophone qui prend les décisions dans nos pays d'origine. Nous, femmes leaders, nous devons être au commencement des décisions, pendant les décisions, jusqu'à la fin des décisions. Parce qu'au commencement était la parole. Les paroles viennent d'ici, les décisions viennent de la France. C'est à nous, ici, de savoir nous imposer
pour que quand même les chefs d'État arrivent, qu'ils contactent les personnes, les femmes de réseau que nous sommes, que vous êtes, pour dire, écoutez, tel jour, on a un chef d'État qui arrive à l'aéroport du Bourget, on souhaiterait que le réseau d'hommes d'affaires ou bien d'industriels que vous avez, que vous nous apportiez ces personnes ressources pour qu'ensemble, on puisse construire tant en France, parce que la France a besoin de se réindustrialiser, hein. Il n'y a plus rien en France. Parce qu'il y a eu l'externalisation de toutes nos structures en France et tout a été délocalisé. On a vu des familles françaises dans le désarroi parce que les patrons ont déménagé les usines en une nuit pendant qu'ils étaient tous en congé et la plupart du temps tout se passe pendant les vacances scolaires, pendant les grandes vacances. Nous arrivons en septembre, plus d'usines, plus rien, plus de sociétés, plus de structures. Et puis ça se passe comme ça, la France est en banqueroute. Et pendant ce temps, ces sociétés s'externalisent, se délocalisent sur notre continent, soit en Chine, soit en Afrique, surtout dans les Maghreb, et beaucoup aussi en Afrique francophone. Figurez-vous qu'une année, je passais, j'étais en Côte d'Ivoire, et j'étais arrivée au corridor de Gagnois, et je vois... j'étais avec le chauffeur et je regarde sur la route et je vois un passage et je vois Lidl. Le panneau de Lidl dans la forêt. Je dis, qu'est-ce que fait Lidl à Gagnois? C'est une route non urbanisée du tout. Figurez-vous qu'il y a des usines non déclarées qui font des transformations en Côte d'Ivoire et après ça vient par bateau et ils les mettent ici, mais avec des tarifs à moindre coût, en plein Côte d'Ivoire, en plein Gagnois. J'ai vu le panneau Lidl dans la forêt, le logo Lidl, sans oublier la structure Cargill qui fait le chocolat, tout ça, en plein Gagnois. Donc c'est pour vous dire que l'urbanisation, de l'exportation de nos matières premières, tout a été pensé et repensé par des architectes. Mais seulement que c'est l'import sans l'export. Et maintenant, c'est à nous de faire la réciprocité, nous femmes leaders que nous sommes, pour dire que nous sommes là, nous comptons, et l'Afrique doit compter sur nous, et la France également doit compter sur nous, l'Europe doit compter sur nous, parce que la chance que nous avons, la chance que la France a, c'est que nous soyons des citoyennes binationales, et donc, ils ont l'obligation désormais de faire avec nous. Parce que le pouvoir, c'est comme ça. Il faut s'imposer. Et le temps est arrivé que nous le prenions avec assurance. Vraiment avec assurance. Sans cligner de l'œil, quoi que ce soit. Et puis, c'est normal que nous puissions nous affirmer devant ces chefs d'État pour leur dire, écoutez, paraît-il que vous venez vous soigner ici. Mais tous ces conforts que vous avez ici, en France, c'est des villages de d'autres personnes. Les provinces où vous venez vous soigner, il y a des autochtones. C'est des villages de d'autres personnes. Pourquoi ne pas faire la même chose? Soyez des bons copieurs. Copiez la même chose que vous aimez en Europe, dans vos villages. Pour que même un jour, que Macron vienne faire un soin dentaire dans un de vos villages, dans une de vos cliniques, et non pas, quand vous avez des petites gastro, pour venir en Europe, venir vous soigner, mais que ce soit aussi la réciprocité. C'est aussi ça, aussi la transmission du savoir, qui aurait dû être fait avant les indépendances, mais ça n'a pas été fait. Et donc maintenant, c'est là le rôle que nous avons, nous, la génération présente, de pouvoir assurer l'interface et l'intérim entre les deux rives, parce que nous avons l'obligation de sauver tant le passé de nos parents, qui sont à la retraite, pour la plupart, qui ne peuvent pas aller dans les EHPAD, parce que ce n'est pas de notre culture. Ils ont leur mot, MAUX, et puis ils ont leur mot, MOTS. Et ça, la chance que nous avons, nous, originaires de l'Afrique, c'est qu'on a eu l'éducation du respect des aînés. Ça, c'est une force que nous avons l'obligation de transmettre à nos enfants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous serons plus tard les ancêtres de nos enfants.
Et un ancêtre, il se respecte. Et on voit aujourd'hui nos enfants, dans 2 ou 3 générations, nous serons les ancêtres de nos enfants. Après, nous serons encore une génération, la descendance plus loin. Donc, si nous respectons nos parents, nos enfants, ils vont copier ce qu'ils ont vu, tout simplement. Mais si nous abandonnons nos parents dans des maisons de retraite, où le travail est payé au kilo, on va dire, où la nourriture, il faut que ça fasse 2,50 €, il faut bien gaver les papis et les mamies, alors que le repas, ça devrait être un confort, un moment d'échange, un moment de plaisir. Et ça se transmet par la culture culinaire. Au jour d'aujourd'hui, on donne aussi des conseils en tant que nous, femmes leaders, à des personnes qui sont des personnes africaines, qui sont à la retraite, et qui ont par moment besoin d'écouter même la musique du pays d'origine de leurs parents. Ça, c'est la thérapie avec la mélodie. Et ça soigne. On a aussi la thérapie alimentaire. Vous savez que souvent, quand une personne a un problème de dépression, simplement lui faire même des repas de son pays d'origine, il peut retrouver des sens qu'il avait perdus. Et ça, ce réseau-là, nous, membres de la génération de la diaspora actuelle, nous avons perdu cela de vue parce que cette partie de l'industrialisation de nos matières premières a été encore léguée et déléguée aux Chinois, aux Asiatiques. Parce que on n'était pas au rendez-vous du marché, de l'offre et de la demande. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que nous pouvons inculquer, ce que nous pouvons insuffler, nos femmes leaders, c'est de nous auto-saisir de ce qui nous revient de droit, de notre indépendance alimentaire, culinaire, et de créer des magasins, des succursales, pour que nous soyons au devant. Et que nous soyons même des grossistes, des Chinois, qui viennent payer ce qui sort de chez nous. Parce que figurez-vous que si nous nous levons un matin et nous créons des usines de faire des nems, des akras, des samoussas, vous allez voir qu'ils vont faire une révolution pour dire que cela ne nous appartient pas. Et pourquoi nous ne se permettrait pas de prendre aussi le taureau par les cornes pour nous autosaisir de nos aliments? Parce que vous savez que celui qui te nourrit, il a le pouvoir sur toi. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on mange. Il faut qu'on sache la contenance et le contenu de ce que nous mangeons. La première indépendance, c'est d'abord cela. Et si nous ne contrôlons pas notre alimentation, ni notre eau que nous buvons, nous n'avons pas notre autonomie. Et cette autonomie-là, elle a été pensée pour nous déposséder. Tant notre culture capillaire, notre culture dermatologique, notre culture psychologique, notre culture psychique, et tout ça, nous sommes obligés, au jour d'aujourd'hui, de nous réaccaparer cela. Et c'est sur chacun et chacune d'entre vous que nous, femmes leaders, comptons, pour qu'ensemble, on puisse aller vers le haut, pour monter cette colline, mais ensemble, on a besoin que tout le monde, que nous puissions ensemble trouver cette solution, et non pas que pendant qu'une est en train de monter, qu'on soit obligé de venir tirer encore l'autre qui va nous ramener vers l'arrière. Et c'est le rôle de Dr. Joyce, c'est le rôle de Mme Saki Eshima que je suis, et demain aussi, c'est le vôtre, ce sera le vôtre, et ce n'est pas que ce sera simplement, mais c'est maintenant le vôtre. Parce que, comme a dit Dr. Joyce, time is over. Et c'est maintenant qu'on doit s'auto-saisir de cela. Maintenant, time is time, c'est maintenant. Donc je pense peut-être avoir fait le tour et avoir répondu peut-être à vos attentes. Et puis je suis là aussi, je vous écoute si vous avez des questions à poser. C'est vraiment de façon interactive qu'on a envie de pouvoir passer cette journée-là. Merci. C'est moi qui dis merci, chère Lady Mireille Saki. Alors, est-ce qu'il y a deux questions parmi nos invités? Avez-vous des questions? Sentez-vous libre? Oui. Bonsoir à tous.
crois que tout le monde me voit, je n'ai pas besoin de me lever. Quand même, si. Je suis Christiane Otto. Je suis présidente d'association en même temps que je travaille avec des femmes qui font des commerçantes, des revendeuses, comme on dit, des YMCA, en même temps que je m'occupe des enfants, de la scolarisation des enfants, l'instruction, bref, plusieurs casquettes. Et ce qui m'intéresse dans votre discours, je salue déjà votre parcours. Je commence par la fin, ce ne sera que par la fin. Lorsqu'une femme monte, il faudrait que les autres puissent la pousser plutôt que la tirer vers le bas. Mais est-ce que les femmes sont prêtes à accepter de pousser une qui va pouvoir aussi les entraîner vers le haut? Parce que c'est aussi une question d'éducation. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, surtout la famine, j'ai plutôt l'impression que chaque femme voudrait arriver au sommet sans prendre les escaliers. C'est-à-dire que dans notre environnement, nous avons besoin de chacune. Pour aller à mon rendez-vous, il faudrait bien que si Mireille est couturière, que j'aille la voir, qu'elle me fasse un beau vêtement. Si Dr Joyce est coiffeuse, qu'elle me fasse une belle coiffure. Mais est-ce que les femmes sont prêtes à collaborer entre elles? Quand on parle des vêtements, la Fashion Week par exemple, moi j'ai un diplôme de couture. Le jour où Joyce y est allée, j'ai pas pu y aller avec elle. Mais pour que nous puissions valoriser le port de nos vêtements, comme par exemple ce que la dame porte, c'est qu'il faudrait aussi que nous pratiquions des prix à la bourse de tout le monde. Quand un vêtement est fait à Cotonou, vendu par exemple au Cameroun, il coûte le triple du prix parce qu'on met le billet d'avion, ainsi de suite. Or, dans ces pays-là, c'est pas vraiment ça. Ça veut dire qu'il faudrait que je pense qu'il faudrait que nous prenions conscience de ce que c'est nous qui tirons les autres vers le haut. Est-ce que les femmes sont prêtes à s'unir? Vous connaissez l'histoire de Nana Benz, je crois. Voilà. C'est un exemple pour moi. C'est un exemple que je prends partout. Et c'est un exemple qui m'a permis d'aider les commerçants dans les marchés. Dans un marché, je vous dis, pour votre étal, je finirai par là. Si vous voulez relever votre étal, moi je scolarise vos enfants. Je vous prête 50 000 francs CFA. 75, c'est combien en euros? Je ne sais pas, 75, 60. 50 000, ça fait peut-être 80 euros. Voilà. Et par jour, vous me remboursez 250 francs CFA. Et les femmes adhèrent. Vous voyez? Je pense qu'en les éduquant, et j'ai copié ça sur le principe sur le modèle des Nana Bent. Et elles adhèrent, elles acceptent qu'on puisse, pour celles qui ne peuvent pas se mettre ensemble, et puis aider celles qui peuvent évoluer. Mais une peut tirer plusieurs, peut-être à la condition que les autres qui sont en dessous acceptent à un moment donné d'être le support. Voilà, c'est tout, merci. The question is la question. C'était une contribution. Non, j'ai demandé, est-ce que les femmes sont prêtes justement à le faire? D'accord. Vous êtes une présidente de plusieurs associations, vous avez un parcours qui est peut-être et forcément plus riche que le mien. Donc peut-être qu'en ce sens, vous pouvez nous aider, enfin, peut-être m'aider ou nous aider à comprendre. Peut-être que j'aimerais poser ma question, je ne sais pas. J'ai compris votre question. En même temps, c'est une contribution que vous avez apportée. Vous avez aussi fait plusieurs témoignages. C'est ce que je disais tout à l'heure en entame de mon intervention. Je disais que, est-ce qu'il y a des femmes leaders dans cette salle? Vous avez répondu tout à l'unanimité. Donc, cette réponse, elle est en chacune d'entre nous. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes là pour qu'on puisse partir ensemble. Dr Joyce, elle est architecte. Vous savez que tout commence par la construction. L'architecture même familiale, c'est tout un art. Et donc, quand on a une personne et une personnalité que même les Européens viennent voir dans la nuit, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est une femme noire qui a donné
des idées pour construire la tour, voilà, on va dire. Et donc, on vient chercher les conseils de la nuit, et le matin, on va au Parlement, on fait des lois contre les personnes qui ont permis de construire ça, vous savez. C'est à nous de nous autosaisir. C'est pour ça que souvent, j'ai dit à certaines personnes, quand elles disent ah oui, mais moi je suis apolitique, je ne fais pas de politique, mais je dis toujours aux gens, la politique, vous ne la faites pas, vous la subissez. Et c'est toute une hypocrisie de dire qu'on ne fait pas de politique. Parce qu'il y a la politique associative, il y a la politique économique, il y a la politique culinaire. Vous êtes dans un marché, tout à l'heure vous avez pris l'exemple des histoires des Nanabens, elles ont créé la politique économique, qui est l'économie solidaire. Dans l'informel, elles ont réussi à faire tenir toute une nation. Parce que vous savez que quand la femme qui travaille dans l'informel, même quand elle est malade, c'est toute la maison qui est malade. Et pourtant, par moment, le père de famille, il est fonctionnaire, il travaille, bon, l'argent rentre dans des dépenses par moment inavouées, puisqu'ils ont souvent beaucoup de charges extérieures qui s'imposent à eux-mêmes. Eux se savent quelles sont les différentes charges qui sont aux priorités, je ne le dirai pas ici. Donc, ce qui fait que le papa, il compte sur la maman, malgré que chaque matin, il est obligé de prendre, il a des fiches de paie, il travaille et tout. Et ce côté-là, cette sécurité, il assume cela de façon officielle, mais sa vraie sécurité, il compte sur sa femme. Hein. Et que quand les tables du marché, ils essaient de voir, est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vendu toutes les tomates, il faut qu'il en ait aussi à la maison pour pouvoir manger. Vous savez, pendant qu'elle est prise pour que toutes ces tomates soient vendues, lui aussi, il prie pour qu'il y ait des invendus qui rentrent à la maison. Vous voyez un peu, donc chacun fait ça. Chacun prête selon sa chapelle. Mais c'est pour vous dire que cette force de la femme qui a la capacité de se resocialiser et de resocialiser l'homme, elle compte sur l'homme, elle compte sur son homme, elle compte sur les valeurs partagées avec son mari, avec son frère, avec son papa. Toute cette éducation, elle est la base du socle familial, d'où on parle encore du pilier de l'architecture, qui est la femme. Parce que tout repose sur le dos et les bras de la femme. Quand elle est malade à la maison, la cuisine, tout est froid. On se demande, maman, là, vous voyez même le père, il devient un évangéliste. Hein. Il prie pour que maman se lève pour aller préparer, parce qu'il faut que la cuisine, il faut qu'il y ait quelque chose à manger. Et donc, vous savez que ce côté-là du pouvoir est d'insuffler cette force pour pouvoir monter ensemble. C'est le rôle, c'est la raison pour laquelle on organise souvent des conférences pour que vous soyez au rendez-vous de ce que nous prêchons. Parce que souvent on dit qu'on prêche on ne doit pas prêcher des convertis. Vous savez déjà ce que nous venons vous dire, puisque vous-même, vous le vivez. Vous connaissez une personne de votre entourage qui le vit. Donc, quand vous allez venir la prochaine fois, essayez de venir avec minimum 10 personnes dans votre entourage. Regardez dans votre carnet d'adresse. Quand Dr Joyce vous envoie des informations, des invitations, on peut partir d'ici en disant, à partir d'aujourd'hui, chaque personne envoie 10 personnes. Ça fait comme la Bible, hein. C'est un dixième. On est capable de ça, vrai ou faux? On est capable. C'est ça d'abord le rôle de la femme leader. De dire, je suis venue et je repars aujourd'hui avec une vraie dynamique. Parmi les 10 personnes qui vont venir, si on a des femmes afro-péennes que nous sommes, que vous êtes, qui sont des chefs d'entreprise. La sœur qui a mis la présentation dehors avec les sacs faits main, que j'ai trouvé très magnifique, si chacun d'entre nous envoie 10 personnes, si ces 10 personnes payent un sac chacune, mais elles sortent de cette salle avec au moins du fil à tricoter encore pour revenir la prochaine fois. La prochaine fois, elle va venir avec des structures, avec un art culinaire qui va être complété avec le sac à main. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc, par exemple, Dr Joyce, qui est architecte, nous sommes on va dire pour la plupart, des binationales qui sont là au jour d'aujourd'hui. On a la nationalité minimum de la France, pays où nous sommes descendus. D'autres sont venus de façon volontaire. Nous, on est venus toutes jeunes, école primaire, tout ici en France. On n'a pas demandé mon avis. Hein. Maman est venue me chercher, elle m'a dit, écoute, moi je t'envoie en France. Voilà. Papa n'était pas d'accord. J'avais une très belle vie en Côte d'Ivoire. Maison, on va dire, maison coloniale, villa, piscine, tout à bord.
Et moi, j'ai découvert le studio, la maison, en arrivant en France. Quand on est arrivé à Paris, dans le 11e, j'ai dit à maman, mais à quel moment on arrive chez nous? Elle dit, mais tu es arrivé, hein. Voilà, tu es là, c'est là. J'ai pleuré pendant 2 jours. J'ai dit, non, je veux repartir à Abidjan et tout. Elle a dit, ça c'est quand tu seras majeur, hein. Parce que tu étais là-bas, tu disais, maman, fais-moi venir en France. Et voilà. Elle faisait venir ses petits frères et tout. J'ai dit, toi, tu fais venir tes petits frères, et nous, tes enfants, tu vas nous faire venir à quel moment? Quand le temps de Dieu est arrivé, elle est venue me chercher. Mon père ne voulait pas, il a dit, non, j'ai besoin de ma fille, il faut qu'elle soit là, à mes côtés. Il y a l'école en Côte d'Ivoire, pourquoi tu veux l'envoyer en France et tout? Mais quelque part, au jour d'aujourd'hui, papa, il est content. Quand il vient à Paris, il vient en vacances, il dit, ah, ma fille, elle est une élue, c'est une personnalité, elle est candidate et tout. À un moment donné, j'étais une candidate en Côte d'Ivoire pour être députée là-bas. Parce que moi, j'ai dit, comme j'ai dit au réseau de Macron, j'ai dit, si je suis en train de passer vers l'Élysée, que je vois que le fauteuil est libre, je m'assois. Donc quand il me voit y arriver, il dit, elle est audacieuse, hein, donc il faut bien la surveiller comme il est au feu. Et c'est ça, il faut avoir de l'audace. Il faut qu'ils comprennent que nous, on n'a pas de limites. Nos limites, ils sont en train de se disputer entre eux là. Ils vont se réveiller un matin, c'est une femme qui est à la tête de la France, mais une femme noire. Ben écoute, si les femmes blanches ne veulent pas prendre le pouvoir dans le pays de la France, nous on le prendra et on va rétablir les droits de toutes les femmes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Hein. Nous on ne vient pas faire une revanche, hein. Nous on vient simplement ramener l'équilibre au centre. Et ça, c'est un droit et un devoir régalien que chacune des femmes leaders que nous sommes devons nous en inspirer. Dans nos communes, dans nos villes, dans nos ruralités et dans nos réalités en même temps. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Et qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, nous sommes d'ici, nous sommes de là. Tout à l'heure, vous parliez du prix des matières premières, on va dire, de la cherté de ce que font par rapport au commerce des femmes. Voilà. Ça, c'est parce qu'on est pas. Si on est solidaire, on éviterait d'être solitaire. Vous voyez, encore, je suis dans le jeu de mots, c'est le côté écrivaine. Hein. Donc, si on est solidaire, les autres, ils font pareil. J'ai dit, soyons des imitateurs de ce qui a réussi. C'est simple. Au départ, quand les Chinois ils sont arrivés à Château-Rouge, ils étaient tout seuls. Le prix était cher. C'était cher au départ. Quand ils ont commencé à s'organiser en coopérative, sachez qu'eux aussi, ils ont des litiges entre eux. Hein. Mais ils s'entendent, ils s'unissent pour l'essentiel. Est-ce que nous, femmes leaders, femmes afro-péennes, sommes capables de nous entendre sur l'essentiel? L'essentiel, c'est l'existentiel. Comment on fait? C'est de faire fi de tous nos égos et de faire comme les autres. Vous savez, les Chinois, ils ont des querelles avec les Laotiens, ils ont des querelles avec les Japonais, ils ont des querelles avec les Cambodgiens. Nous, on les voit tous comme des Chinois, mais ils ont des problèmes entre eux. Les Maghrébins, pareil. Mais ils s'entendent sur l'essentiel. Nous aussi, pareil. On doit faire pareil. Quelle que soit notre couleur de peau, on a la couleur économique qui nous rattache. On a le même problème. Vous allez arriver dans le magasin du Chinois, il a le monopole. Il va vous dire, si tu ne veux pas payer ça, tu n'as qu'à partir. Parce qu'ils savent que, si nous on part, il y a quelqu'un qui va venir, même nos lignes que vous allez laisser, votre soeur va venir prendre pour acheter directement. Et c'est cela qu'on doit se réinculquer, de la solidarité, ensemble. Vous voyez bien que même les fourmis manuelles qui marchent dans la forêt, quand vous touchez une fourmi par miel, automatiquement, ils se disent que vous allez attaquer la reine, donc ils viennent tous vous attaquer. Et c'est ça qu'on doit faire. Quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient les barrières qui nous ont été mises dans les accords de Berlin, à Berlin, en 1885 et tout, ce qu'on doit comprendre, c'est que Antillais, Africains, Guyanais, tout ça, on est pareil devant eux. De toute façon, on a le même faciès. Qu'on veuille pas, tu vas voir une Guyanaise, tu vas voir une Camerounaise, tu vas voir une Ivoirienne, elle a toujours une cousine qui ressemble à la cousine du cousin de la côté, qui est à côté. Donc, on se ressemble. Donc, si on se ressemble, rassemblons pour pouvoir sauver les choses. Et donc, nous, qui sommes en France, la plupart du temps, des décisions se prennent dans nos rues ici, hein, dans le 16e, elles se prennent partout, hein, dans le 18e, c'est le pouvoir économique, hein, dans le 18e. Ça a l'air d'être le ghetto, mais l'argent circule.
Et là, celui qui a l'argent, c'est le nerf de la paix. Hein. Moi, je dis toujours que l'argent, c'est pas le nerf de la guerre. C'est le nerf de la paix. Quand tu as l'argent, tu es en paix. Voilà. Moi, je vois plutôt ce côté-là. C'est comme l'histoire du verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. Donc, chacun regarde où il veut. Chacun a son équilibre. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les décisions de ce dont nous parlons, tant les banques de transfert d'argent, tant les constructions avec le côté architectural et tout se décide à l'Union européenne. Hein. Tout se décide à l'Union européenne. Même les dates des élections dans nos pays d'origine se décident à l'Union européenne, dans la délégation des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Voilà. Donc, si on ne veut pas faire la politique, on va la subir. On peut s'organiser, organiser des conférences. Ça, on a besoin aussi que quand on vient, qu'ensemble, qu'on se fasse des propositions et aller parler avec les décideurs, parce que c'est nous qui sommes les vrais décideurs. Mais comme on n'est pas décidé, les gens sans décision prennent des décisions à notre place, de façon unilatérale, et ils viennent nous les imposer. Alors que si on rencontre la délégation des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, dans l'Afrique, Caraïbes, Pacifique, nous avons là-bas toute la zone francophone. Hein. Et vous savez que les élections européennes qui ont lieu en France, mais ils prennent des décisions dans les ACP. Et les ACP décident pour le continent africain. On a des députés en Afrique qui ne savent même pas que ce qui se passe dans leur village est décidé dans les ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et là-bas, vous avez Haïti, vous avez les îles Fidji, vous avez tout ça, vous avez la zone francophone, Lomé, le Cameroun, vous avez le Mali, le Sénégal, toute la Guyane et tout, ils sont dans les ACP. C'est-à-dire que, en plus des accords néocoloniaux qui nous ont été imposés, on a cette diplomatie qui nous a été imposée dans les ACP, cette diplomatie parlementaire au niveau de l'Union européenne, qui prend des décisions pour nous, mais sans nous. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, Afro-Européens? On doit aller à l'Union européenne. Merci, cher. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pu lui faire quelques photos. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous t'invitons donc très solennellement le 3 juin, qui sera le lancement officiel du Parlement économique des diplomathèques et des femmes leaders afro-européennes à l'hôtel de ville de Paris. Je vous confirme devant témoin ma présence effective pour cette journée du 3 juin. Je serai là et j'espère trouver ce très beau panel de personnalités que vous êtes à cette journée-là, venir avec beaucoup de monde pour qu'ensemble on puisse échanger, parce que c'est la partie, comme je dis, le nerf de la paix. La partie économique, ça doit s'arracher. On doit avoir nos banques, on doit avoir nos zones de transfert, on doit avoir nos structures, on doit avoir nos maisons des Afro-Européennes, pourquoi pas. C'est l'audace qui permet de sortir de là où les gens pensaient qu'on n'allait pas y arriver. Donc soyons des femmes audacieuses, soyons des hommes audacieux. Là, on a 2 hommes dans cette salle, donc on va masculiniser la présence pour dire ils sont là, ils sont 2, on est obligé de dire à cause des 2 hommes, ils sont là. Parce que si on dit elles sont là, ils vont dire que ça va gagner. Donc nous avons besoin de vous. Vraiment, venez avec votre savoir, vos carnets d'adresses également. En parler dans vos communes, parlez à vos maires, à vos élus de terrain, pour dire que nous fréquentons un réseau d'Afro-Européennes, un réseau qui a lieu souvent sur les Champs-Élysées, dans le 16e, et que vous pouvez même venir avec les maires de votre commune, les députés, les sénateurs. Souvent, quand vous les emmenez dans nos réseaux, ils sont eux-mêmes les derniers à partir de la salle, hein, parce qu'ils découvrent un autre univers de vous, et quand ils vous voient dans votre commune, ils vous respectent. C'est aussi ça, le réseau. C'est quand la personne arrive avec des appréhensions, pourtant je dis on vient sans appréhension,
partir bien remplis. Eux, ils viennent avec souvent des idéalités. Ah ben, elle est dans la ville là-bas, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Bon, je vais aller comme ça par curiosité. Et quand ils arrivent, ils reviennent transformés. Et quand ils partent, quand ils voient dans la commune, ils se disent, mais zut, j'aurais dû la mettre sur ma liste municipale. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais bloqué par les clivages de l'espace, des idéalités, parce que beaucoup sont restés encore dans l'espace de la colonisation étatique et institutionnelle. Ils ne comprennent pas que nous avons évolué. Et puis, qui veulent, qui ne le veulent pas, nous sommes là. Ils ont l'obligation de compter sur nous et pas compter simplement avec nous. Mais ils ont l'obligation, parce que c'est la vérité qui s'impose à nous. On est visible, on est audacieuse et on est compétente. Surtout ça, la compétence. Applaudissez pour les femmes compétentes et les hommes compétents. Merci, chère Olivier. Merci. C'est mon plus grand merci. Je suis obligée de prendre congé de vous. S'il y a encore d'autres questions, c'est moi je vous laisse partir. Le 3 juin. Le 3 juin. Je vous remercie.